Que signifie vraiment pour une femme de vivre seule, non pas en dépit de la société, mais en profonde communion avec elle-même dans un monde qui mesure encore la valeur d'une femme par ses relations? Pourquoi de plus en plus de femmes choisissent-elles la solitude, et si ce chemin n'était pas une manière de rejeter l'amour, mais de revendiquer quelque chose de bien plus sacré? Aujourd'hui, plus de femmes que jamais choisissent de vivre seules, non pas comme une pause temporaire, mais comme un acte délibéré de découverte de SOI. Et la société les qualifie de solitaires, de rebelles, ou même d'incomplètes, mais Carl Jung, le père de la psychologie analytique, voyait quelque chose de plus profond, la solitude d'une femme comme un creuset de transformation. Sous la surface de ce choix se cache une confrontation avec l'animus, son masculin intérieur, l'intégration de son ombre, et le voyage ultime vers l'individuation, devenir entière avec ou sans partenaire. Et il ne s'agit pas seulement de vivre seul, il s'agit de la vérité que tant de femmes vivent en silence, que la solitude peut être ce qui les libère. Pendant des siècles, l'identité d'une femme était inextricablement liée à ses rôles de femme, de mère ou de gardienne. Et sa valeur était mesurée par sa capacité à nourrir, obéir et maintenir la structure familiale. L'indépendance n'était pas seulement découragée, elle était souvent perçue comme une menace. Une femme seule était soit plaindrée, soit suspectée, sa solitude interprétée comme un échec plutôt qu'un choix. Mais aujourd'hui, quelque chose de profond a changé. De plus en plus de femmes optent pour des chemins non traditionnels, non pas par amertume, mais parce qu'elles ont entrevu une vérité saisissante, que l'épanouissement ne doit pas nécessairement passer par une autre personne. Ce changement culturel nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce qui a changé? La liberté économique, l'éducation et le lent démantèlement des structures patriarcales ont offert aux femmes des options que leurs grand-mères n'avaient jamais eues. Pourtant, sous les raisons pratiques se cache une évolution psychologique plus profonde. Carl Jung soutiendrait que ce mouvement vers l'indépendance n'est pas seulement social, il est archétypal. Une femme vivant seule ne rejette pas les hommes, elle confronte l'animus, l'énergie masculine inconsciente en elle. Jung croyait que chaque femme porte un aspect masculin intérieur, l'animus, qui façonne son intellect, son assertivité et sa relation au pouvoir. Lorsqu'une femme dépend entièrement d'un homme pour sa sécurité ou sa validation, son animus reste dormant, voire oppressif. Mais la solitude l'oblige à l'éveiller. Elle doit maintenant incarner les qualités qu'elle recherchait autrefois chez un partenaire, la détermination, l'autonomie et l'autorité intérieure. Et la différence est cruciale, il ne s'agit pas de nécessiter un homme, mais d'intégrer le masculin en elle-même. Cette intégration est rarement fluide. Et la société murmure encore qu'une femme seule est incomplète, que son indépendance est une phase plutôt qu'une manière légitime d'être. Mais le cadre de Jung révèle le contraire. Une femme qui se rapporte consciemment à son animus plutôt que de le projeter sur un partenaire accède à une version plus authentique d'elle-même. Elle ne cherche plus un homme pour combler un vide, mais engage avec la masculinité à la fois en elle et à l'extérieur. Sans un lieu de plénitude, la question devient alors non pas pourquoi est-elle seule, mais qui est-elle en train de devenir? Au cœur de la psychologie jungienne se trouve le concept d'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment au-delà des conditionnements sociaux et des schémas inconscients. Pour une femme vivant seule, la solitude devient le contenant alchimique de cette transformation. Sans la présence constante des autres pour refléter une identité, elle est forcée de confronter la question la plus fondamentale, qui suis-je quand personne ne regarde? Dans cet espace, les distractions s'estompent, et le voyage intérieur commence. Mais ce chemin n'est pas sans ses périls. Jung a averti que la solitude pouvait être une épée à double tranchant, elle pouvait soit favoriser une profonde découverte de soi, soit devenir un retrait des tensions nécessaires de la connexion humaine. Et la différence clé réside dans le choix. Une femme qui s'isole par peur ou traumatisme non résolu peut stagner dans sa croissance, renforçant ses défenses plutôt que de les dissoudre. Mais lorsque la solitude est choisie consciemment, elle devient un creuset d'autonomisation. Elle apprend à s'appuyer sur sa propre voix pour valider sa propre existence et à cultiver une relation avec elle-même qu'aucun lien externe ne peut remplacer. C'est ici que le travail sur l'ombre devient inévitable. L'ombre, telle que Jung l'a définie, est la partie de notre psyché que nous rejetons, nions ou cachons, souvent parce qu'elle contredit notre image de soi ou les attentes sociétales. Pour une femme vivant seule, l'ombre peut se manifester de manière inattendue. Et la peur de la solitude peut surgir non pas comme une compagne silencieuse, mais comme une terreur paralysante. Les jugements sociétaux, tu finiras vieille fille, tu es trop difficile, tu es égoïste, peuvent résonner dans son esprit, révélant une honte intériorisée. Même son indépendance peut devenir une ombre si elle s'y identifie trop, l'utilisant comme une armure contre la vulnérabilité ou l'intimité. Pourtant, c'est précisément en faisant face à ces ombres que sa plus grande croissance se produit. Lorsqu'elle reconnaît sa peur de la solitude sans la laisser dicter ses choix, elle reprend son pouvoir. Lorsqu'elle cesse d'intérioriser les jugements sociétaux, elle commence à définir sa propre valeur. Lorsqu'elle
Équilibre, indépendance et ouverture, elle évite le piège du contournement spirituel, utilisant la solitude pour transcender les besoins humains plutôt que pour les intégrer. C'est le paradoxe au cœur des enseignements de Jung. La véritable plénitude ne vient pas du rejet d'une partie de nous-mêmes, mais de l'apport de lumière aux coins les plus sombres de notre psyché. De cette manière, vivre seul devient plus qu'un mode de vie. Cela devient un voyage initiatique. Et la femme qui emprunte ce chemin n'émerge pas parfaite ou autosuffisante comme la société le glorifie. A eu lieu de cela, elle devient quelque chose de bien plus captivant, authentique. Elle ne fuit plus ses ombres, ni ne les laisse régner sur elle. Elle apprend à tenir la tension entre solitude et connexion, indépendance et vulnérabilité, jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité la plus profonde de toutes, qu'elle est déjà complète. L'un des mythes les plus persistants à propos des femmes vivant seules est l'assumption qu'elles doivent être seules, comme si la solitude était synonyme de vide. Mais la solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. Et la solitude découle d'un sentiment de déconnexion, tandis que l'isolement peut être un espace délibéré de communion avec soi-même. Jung soutiendrait qu'une femme qui embrasse la solitude ne manque pas de connexion. Elle la redéfinit. Elle peut se sentir seule par moments, mais elle découvre également une capacité profonde à se sentir chez elle en elle-même, une compétence que beaucoup de ceux qui s'accrochent aux relations par peur ne développent jamais. Une autre idée reçue est qu'une femme vivant seule rejette d'une certaine manière sa féminité, comme si l'essence d'être une femme dépendait de son attachement aux autres. Mais le travail de Jung déconstruit complètement cette idée. Et la véritable féminité, dans le sens jungien, ne concerne pas les rôles ou les relations externes, c'est une force intérieure, une manière d'être qui englobe la réceptivité, l'intuition, la créativité et la force. Une femme seule ne nie pas sa féminité, elle l'approfondit souvent, libérée des projections et des attentes qui l'ont autrefois confinée. Pourtant, malgré ces vérités, de réelles luttes persistent. Et la pression sociétale peut être implacable, se manifestant par des jugements subtils ou de la pitié ouverte. Des proches bien intentionnés demandent « Quand vas-tu te poser ?» Comme si la vie d'une femme ne commençait qu'avec un partenariat. Le stéréotype de la femme non aimée persiste dans les récits culturels, peignant les femmes seules comme des figures tragiques plutôt que comme des individus autonomes faisant des choix conscients. Pire encore, certaines femmes intériorisent ces messages, se demandant si leur indépendance est un défaut plutôt qu'une force. C'est ici que la distinction entre la solitude saine et l'isolement devient critique. Et la solitude saine est un choix, un état dynamique où une femme s'engage avec elle-même et le monde selon ses propres termes. L'isolement, en revanche, est souvent un retrait de la vie, une posture défensive contre une douleur non résolue. Jung a souligné que l'objectif de la croissance psychologique n'est pas d'échapper à la connexion humaine, mais de s'engager avec elle depuis un lieu de plénitude. Une femme qui s'isole peut éviter ses ombres, tandis qu'une femme qui choisit la solitude peut les affronter de front. Le défi n'est donc pas seulement de supporter les mythes sociétaux, il s'agit de discerner la différence entre la solitude comme empowerment et la solitude comme évitement. Une femme vivant seule doit constamment naviguer dans cette tension, se demandant « Suis-je ici parce que je fuis quelque chose ou parce que je me dirige vers moi-même ?» La réponse à cette question détermine si sa solitude devient une prison ou un portail vers une connaissance de soi plus profonde, une authenticité inébranlable, et finalement une vie vécue selon ses propres termes. L'exploration par Jung des archétypes féminins révèle une vérité profonde. Le chemin de la solitude a toujours été un chemin initiatique vers la sagesse. L'archétype de la grande-mère représente traditionnellement le soin et la fertilité, mais son aspect ombre détient la leçon plus profonde, la capacité de se nourrir soi-même. Elle vit seule, elle n'abandonne pas cet archétype. Elle le transforme, devenant à la fois la mère et l'enfant dans sa propre histoire. Dès eux-mêmes, l'archétype de la femme sage émerge non pas à travers les relations, mais à travers le processus alchimique de transformer la solitude en connaissance de soi. C'est le paradoxe sacré. En s'éloignant des rôles féminins traditionnels, une femme découvre souvent son essence la plus véritable. Et la mythologie et la psychologie convergent pour nous montrer que l'autosuffisance a toujours été un chemin spirituel. Les cultures anciennes vénéraient le féminin solitaire, de la déesse vierge Artémis, qui errait sauvage et libre, à l'oracle de Delphes, dont la sagesse provenait d'une isolation choisie. Ces archétypes nous rappellent que ce que la société présente souvent comme de la solitude a historiquement été reconnu comme un espace sacré, le vide fertile où la transformation se produit. Jung voyait ce processus comme essentiel à l'individuation, où se retirer des définitions externes permet à l'authentique soi d'émerger. La femme moderne empruntant ce chemin participe à une ancienne tradition de pouvoir féminin récupéré. L'histoire offre des exemples frappants de femmes qui ont transformé la solitude en force. Prenons Artémis, la déesse grecque qui a rejeté le mariage pour errer dans la nature. Son indépendance n'était pas une privation, mais un dévouement à sa véritable nature. Ou considérons Virginia
Wolf, dont l'essai « Une chambre à soi » a articulé ce que Jung appellerait la nécessité psychologique d'espace pour l'énergie créative féminine. Ces femmes n'ont pas seulement vécu seules, elles ont utilisé la solitude comme un creuset pour le génie et la réalisation de soi. Même des figures mythiques comme Baba Yaga, la vieille sorcière redoutée message du folklore slave, révèlent comment la société craint et a besoin de la femme qui se tient à l'écart. Des voix contemporaines poursuivent cet héritage. Des femmes modernes rapportent des découvertes profondes dans leur voyage en solo, l'artiste qui trouve sa voix seulement après des années de silence, l'exécutive qui apprend à faire confiance à son intuition sans consultation constante, la guérisseuse qui découvre ses dons dans le calme. Leurs histoires résonnent avec l'insistance de Jung selon laquelle certaines vérités ne peuvent être trouvées qu'en étant seule. Une femme décrit ses années en solo comme le moment où elle a cessé de performer la féminité et a commencé à l'expérimenter. Dans une autre réflexion, elle déclare, dans le silence, j'ai rencontré des parties de moi que je ne savais pas avoir abandonnées. Ces témoignages révèlent une vérité universelle, que la femme qui ose être seule découvre souvent qu'elle n'a jamais été vraiment solitaire, mais en profonde communion avec son être entier. Cette section du voyage culmine dans un recadrage radical, et si vivre seul n'était pas une question de manque, mais de connexion profonde au féminin divin intérieur, la femme qui emprunte ce chemin suit les traces des prêtresses, des mystiques et des créateurs à travers le temps. Sa solitude devient non pas un espace vide, mais un espace sacré, où les murmures de sa sagesse la plus profonde peuvent enfin être entendus. En termes jungiens, elle atteint ce que beaucoup recherchent mais que peu trouvent, non seulement l'indépendance, mais la véritable individuation, le retour à tout ce qu'elle est. Nous avons vu à travers le prisme de Jung que le choix d'une femme de vivre seule est bien plus qu'une préférence de style de vie. C'est un voyage psychologique et spirituel profond. Cette solitude devient le miroir qui reflète ses parties non vécues, l'animus qu'elle doit intégrer, l'ombre qu'elle doit affronter, et les mythes sociétaux qu'elle doit déconstruire pour revendiquer sa plénitude. Ce chemin ne consiste pas à rejeter les relations, mais à forger une relation plus profonde avec elle-même. Ce faisant, elle participe à un archétype ancien de sagesse féminine, rejoignant les rangs des femmes et des figures mythiques qui transforment la solitude en souveraineté. Et la vérité est simple, mais radicale, vivre seul ne signifie pas rejeter les hommes, c'est embrasser le soi complet. C'est une déclaration selon laquelle la complétude d'une femme ne dépend pas d'un autre, mais de sa volonté de rencontrer toutes les parties d'elle-même, masculin et féminin, lumière et ombre, force et vulnérabilité. Dans cette rencontre, elle découvre quelque chose d'extraordinaire, que l'amour, la validation et le sentiment d'appartenance qu'elle recherchait autrefois à l'extérieur étaient toujours à sa portée. Maintenant, nous aimerions entendre votre avis. Que pensez-vous, la solitude est-elle un chemin vers la plénitude, ou la société continue-t-elle à la présenter comme un tabou? Avez-vous expérimenté le pouvoir transformateur du temps seul, ou le voyez-vous différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dévoilons ces questions ensemble. Si les idées de Jung ont résonné en vous, plongez plus profondément dans ses œuvres comme le Jung portable ou Léon, où ces idées se déploient avec encore plus de richesse. N'oubliez pas, que vous viviez seul ou non, l'invitation est de cesser de craindre la solitude et de commencer à écouter ce qu'elle a à vous enseigner. Car dans le silence, vous pourriez bien rencontrer la personne la plus importante de votre vie, votre véritable soi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu qui relie psychologie, mythes et voyage intérieur. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer, à questionner et surtout, à devenir.